L'agriculture, une profession ô combien essentielle et en constante évolution. Aujourd'hui, on se retrouve à Courtemelon, à la Fondation rurale interjurassienne, au centre de documentation. C'est ici et à l'Ovresse que sont formés les agriculteurs et les agricultrices du Jura et du Jura bernois. Donc depuis la jadite école d'agriculture, on va s'intéresser aux évolutions depuis 125 ans qu'elle existe. Monsieur Olivier Girardin, vous êtes le directeur de la FRI. On vous retrouve devant ces magnifiques archives qui datent pour certaines d'il y a 100 ans. Là, on voit une image de 1936. Comment le métier a évolué depuis? Est-ce que c'est encore le même? Donc le métier a beaucoup changé depuis. Ici, typiquement à l'époque, c'était on fauchait l'herbe à la main, on chargeait l'herbe avec les chevaux, donc c'était pas mécanisé ou peu mécanisé. Donc aujourd'hui, c'est très mécanisé. Ce qui reste de même, en fait, c'est la production de l'alimentation. On continue avec les mutations autour de l'agriculture, juste après l'info. Dans ce journal, on va s'intéresser au château de Nido, plus précisément à son parc, dans lequel se préparent les décors d'une pièce de théâtre qui emmènera les spectateurs dans le Seeland du 19e siècle. Cap ensuite sur Morat, où un couple a la fièvre du sirop d'érable. Ils comptent bien la propager avec leurs produits faits maison, élaborés avec le sirop de leur propre érablière au Québec. La scène commence à prendre forme dans le parc du château de Nido. Dans 2 semaines, l'ambitieuse pièce de théâtre Húsvandara y sera jouée. Le metteur en scène met lui-même la main à la pâte pour construire le décor, ou les décors plutôt, puisqu'il y en aura 3 distincts. Pour la première partie, nous nous trouvons devant le château de Nido, comme maintenant, et il y a aussi un petit village du Seeland. Dans la deuxième partie, nous sommes sur le bateau, avec des marins bretons et les champs qui vont avec. Dans la troisième, nous sommes à New York. Il y a un chantier et une porte. Lorsqu'elle s'ouvre, elle dévoile une rue de la ville. Ce voyage d'un village du Seeland jusqu'à New York se déroule au 19e siècle. À cette époque, le Seeland est une terre hostile, fréquemment inondée et infestée de moustiques. La vie y est dure et nombreux sont ceux qui décident de prendre le large en quête d'une terre plus accueillante. L'histoire que raconte la pièce est fictive, mais le cadre et l'époque sont réels. À l'époque, ces inondations ont réellement poussé les jeunes gens à s'expatrier. C'est l'association Schlosspark Theater qui organise cet événement. Fondée en 2016, son but est de proposer régulièrement des pièces en plein air dans le parc du château. Húsvandara est le premier spectacle qu'elle propose et son budget est d'environ 650 000 francs. Un pari risqué puisque le succès d'un tel projet repose en grande partie sur la météo. La pièce sera jouée 4 soirs par semaine durant 5 semaines. Si sur ces 4 soirs, on ne peut pas donner une seule représentation parce que la météo est catastrophique, on peut proposer 2 dates de remplacement chaque semaine. Les 2 autres représentations, ma foi, elles tombent à l'eau. La première de la pièce Húsvandara est agendée au 17 août. Le sirop est prêt et les cacahuètes sont dans la poêle. À Morat, Alexandre Guimont produit des cacahuètes caramélisées au sirop d'érable canadien. Il a fondé l'entreprise Mahou en 2020 avec sa femme Nadine Ringenberg. Le couple souhaite faire découvrir les diverses façons qu'ont les Canadiens d'utiliser le sirop d'érable. À la base, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi un peu d'éduquer les gens en fait sur c'est quoi le sirop d'érable. C'est pas que sur les pancakes ou les crêpes, en fait. Il y a vraiment, on peut l'utiliser à toutes les sauces, de toutes les manières, autant dans les sauces à salade, sur les viandes, dans les recettes de muesli. Alexandre Guimont retourne dans son Québec natal au moins 2 à 3 fois par année pour récolter le précieux sirop. Là-bas, la famille possède une forêt de quelques 30 000 arbres. La distance n'est pas toujours facile pour la jeune famille. La vie de famille, c'est pas tout facile, vu que Alex part 2-3 fois par année, assez longtemps quand même au Québec. Mais là, on va essayer de s'organiser pour que je puisse, avec les enfants, le rejoindre chaque printemps et passer du temps aussi sur la ferme. Chaque année, quelques 35 000 kilos de sirop d'érable sont importés en Suisse. Ce produit est une bonne alternative au sucre en cristaux. Le sirop d'érable, il contient naturellement des minéraux, des vitamines,
des phénols en fait avec des propriétés antioxydantes. C'est bon autant pour les jeunes que les grands, pour les personnes diabétiques, que les sportifs. Donc c'est un peu ça l'idée d'avoir une gamme de produits qu'on peut utiliser au déjeuner, qu'on peut utiliser au souper, d'avoir un snacking avec nos arachides. Les cacahuètes refroidissent sur une plaque. Lorsque c'est bon, Nadine Ringenberg les empaquete. Ce qui était au départ un hobby pour le couple s'est transformé en entreprise. Les deux ont quitté leur travail respectif pour s'y consacrer. Ils produisent leurs snacks sucrés avec l'aide de 2 employés. Les produits se vendent très bien en Suisse, mais par contre, on est principalement en Suisse romande pour l'instant, dans des épiceries fines surtout et des magasins vrac. Et là, on veut développer en fait en Suisse allemande. L'entreprise est appelée à grandir. Manor est le prochain gros client sur la liste. Les rayons du distributeur accueilleront du sirop d'érable, de la pâte à tartiner, du muesli et d'autres produits dès cet hiver. Toujours à Courtemelon, dans l'étable, cette fois, on se retrouve avec Camille Charmillot. Vous êtes enseignante en production animale et aussi responsable des examens. Qu'est-ce que vous enseignez à vos élèves, à vos apprentis? Alors, personnellement, je leur enseigne l'alimentation. Donc, on parle des différentes plantes, qu'est-ce que ça amène aux animaux. Donc, si on regarde par exemple dans cette herbe ici, on a du trèfle. Donc le trèfle amène de la protéine dans une ration. Et justement, avec les élèves, on va jusqu'au calcul de plan d'alimentation. Donc on essaie d'avoir des rations équilibrées. Donc équilibrées, c'est en énergie et en protéines. Et puis des rations qui sont le plus économiques possible. Agriculteur, agricultrice, on sait, c'est un métier difficile, beaucoup de travail. Qu'est-ce qui motive vos élèves à faire cette formation? Alors souvent, c'est des enfants d'agriculteurs qui ont une exploitation à la maison. Donc, en général, c'est des gens qui sont vraiment passionnés par ce métier. Donc ils rentrent dans l'agriculture vraiment par passion et puis ils font la formation vraiment dans ce sens-là. Une affaire de cœur. Et puis vous parlez justement des élèves qui viennent des familles avec une tradition agricole. Est-ce que vous avez aussi d'autres types de profils? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt envers d'autres types de personnes? Oui, alors on a aussi des apprentis qui n'ont pas d'exploitation à la maison et puis qui arrivent dans l'agriculture par... citadins, des citadines. Ce n'est pas forcément toujours des citadins, mais ça peut être des jeunes qui ont une exploitation près de chez eux en étant jeunes. Et puis ils ont eu l'occasion d'un petit peu toucher à ce monde agricole. Et puis après... ils se passionnent et puis ils en font leur métier. Au regard des avancées bio, quels sont les défis dans la formation aux élèves? Donc, la production d'aliments tout en respectant l'environnement, ça c'est un défi qui est vraiment actuel. Autour de la production animale. Par exemple, oui. Toujours en parlant du profil varié de vos élèves et apprentis, il y aurait jusqu'à 20% des élèves qui ne proviennent pas, qui n'ont pas une exploitation dans la famille. Quels sont les débouchés finalement à l'issue de la formation? Alors, c'est des jeunes qui peuvent aller travailler dans des exploitations agricoles, en tant qu'ouvriers agricoles. Ils peuvent aussi continuer des études. Donc, il y a plusieurs voies, soit ils peuvent faire ingénieur agronome ou alors agrotechnicien, agrotechnicienne. Ils ont vraiment plusieurs voies qui s'offrent à eux après le CFC agricole et après il y a aussi tout ce qui est brevet agricole, maîtrise agricole. Donc ils ont vraiment des possibilités d'évolution. En attendant de pouvoir éventuellement eux-mêmes reprendre une exploitation. Ouais. Merci beaucoup Camille Charmillot. Nous, on va continuer tout de suite avec Olivier Girardin, directeur de la Fondation rurale interjurassienne, pour comprendre comment l'école s'adapte aux mutations qui touchent l'agriculture.
On est toujours à Courtemelon, la Fondation rurale interjurassienne, là sur le secteur des formations en culture spéciale, en culture maraîchère. On retrouve Olivier Girardin, le directeur de la FRI, pour parler de la mutation de l'agriculture. Donc la mécanisation, c'est un thème qui n'est pas nouveau, ça fait au moins 100 ans qu'on en parle. En quoi aujourd'hui c'est encore important dans la formation? Donc on voit effectivement que le progrès technique se poursuit. Donc, on doit s'adapter, il y a des nouvelles méthodes aussi de travailler. Il y a toute la question de la prévention des accidents qui reste un thème, qui est un thème important. Et puis dans l'observation, l'évolution qu'on observe, c'est tout le volet de digitalisation. Donc on a de plus en plus effectivement d'ordinateurs aussi dans l'agriculture. Donc c'est de maîtriser aussi ces nouvelles techniques-là. Ça veut dire quoi un ordinateur dans l'agriculture? On l'utilise comment? Alors ça peut être de plusieurs manières. Si on est au niveau de la production animale, production laitière, c'est les robots de traite par exemple. Au niveau de la production dans les grandes cultures, c'est la conduite assistée, GPS, donc des systèmes RTK qui permettent de guider aussi les machines. Voilà quelques exemples. Et dans l'image du métier, comment est-ce qu'elle a évolué peut-être d'une image moins propice, moins positive à aujourd'hui? Comment vous décririez l'image du métier d'agriculteur-agricultrice? Je pense qu'il y a deux volets, il y a deux faces. Il y a une image, je pense, du côté des consommateurs qui est une image positive parce qu'on a confiance quand même dans la production alimentaire suisse. Donc ça, c'est vraiment très positif. Par contre, on observe justement toujours des questions qui font débat. On a entre autres une votation à l'automne sur des questions liées au bien-être animal. Où là, peut-être là, on a du côté agricole le sentiment d'être toujours mis sous pression avec différentes initiatives et puis qui ne correspondent pas forcément à la réalité de la production, où finalement le bien-être animal, c'est quelque chose qui est beaucoup pris en compte actuellement, par exemple. Si on continue un peu sur un volet politique, en 30 ans, il y a le nombre d'exploitations qui a diminué de moitié, avec une augmentation de la taille des exploitations, donc moins de fermes et de plus grandes exploitations. C'est quelles conséquences pour l'agriculture et pour la formation? Donc, pour l'agriculture, c'est vrai que ça implique une professionnalisation, on doit travailler à plus grande échelle, donc c'est d'autres manières de travailler. Donc ça a une incidence effectivement aussi sur la formation, sur les exploitations. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet-là. Mais en même temps, on y va aussi étape par étape. Il y a peut-être aussi un volet qui a changé tout ce qui est collaboration. Donc il y a des collaborations entre entreprises. Il y a par exemple le partage des machines aussi qui se fait. Il y a des associations. Donc on a peut-être des sentiments d'avoir plus grandes exploitations, mais on travaille aussi à plusieurs sous forme d'associations justement. Puis aussi économiquement, là, ça a une influence parce qu'on sait qu'il y a une certaine précarité dans le milieu de l'agriculture. Est-ce que là, ça permet peut-être de réduire, de faire des économies finalement? Alors, c'est clair que si on travaille sur des plus grandes surfaces, il y a des économies d'échelle qui peuvent se réaliser. Donc ça permet aussi de réduire peut-être aussi un petit peu la main-d'œuvre. Donc au final, on peut améliorer le revenu aussi par ce moyen-là. Et quel est votre rôle, vous, dans la formation pour aider les agriculteurs et agricultrices à ces changements et à ces défis? Donc on a un rôle effectivement de conseil. Donc on conseille, on a des cours de formation continue, puis on essaie justement d'attirer l'attention des agriculteurs sur les changements à venir pour qu'ils puissent aussi se préparer en connaissance de cause. Et puis après, on essaie aussi de leur donner des outils pour prendre leurs décisions seuls. Ce n'est pas nous qui pourrons décider à leur place. Et puis, il y a plusieurs formes possibles. Il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas de modèle unique au niveau agricole. Il y a vraiment la place aussi pour différents types d'exploitation. Et puis c'est d'encourager aussi les agriculteurs à se questionner et puis à trouver la voie qui leur convient le mieux. Puis vous avez toute une offre de formation continue justement aussi pour les agriculteurs et agricultrices. Et au regard aussi de l'évolution autour du bio, du développement durable, quelles sont les perspectives d'avenir pour le métier et pour la formation? Donc effectivement, les questions de durabilité, c'est vraiment un thème important dans l'agriculture. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis 1992, enfin déjà depuis qu'on a introduit le nouveau système des paiements directs et autres, la durabilité elle est au cœur aussi du système. Donc les attentes dans ce domaine-là vont encore aller en se renforçant à l'avenir. On est de plus en plus sur une agriculture où on essaie de fermer les cycles, donc d'avoir une agriculture qui est adaptée aussi à un contexte local. Donc la tendance dans ce sens-là va se poursuivre et puis ça sera de produire avec finalement le moins d'intrants possible ou d'utiliser au mieux les intrants. Parce qu'on ne peut pas faire sans, ça c'est clair, on ne peut pas produire sans engrais, on ne peut pas produire non plus sans certains produits phytosanitaires, donc il faut les utiliser à bon escient. Et en matière de développement durable, la mécanisation, elle peut là aussi jouer un rôle? Oui, tout à fait. Donc là, l'exemple, par exemple, on peut se permettre aujourd'hui justement de réduire fortement l'utilisation des herbicides
en utilisant des herses qui permettent de passer dans les cultures. Donc ça s'appelle des herséteries. Puis on peut passer comme ça entre les rangs sans détruire la culture principale, simplement en arrachant les mauvaises herbes. Merci beaucoup Olivier Girardin pour ces lumières autour de la mutation dans l'agriculture. Pour nous, c'en est tout de cette émission d'Info Été. On se retrouve demain à l'Inforama à Inns. On va refaire le lien avec les cultures maraîchères puisqu'on va parler de culture maraîchère économe en ressources. Merci de nous avoir suivis.